Merci à vous. J'ai exploré la semaine dernière la manière selon laquelle les 4 grands modes d'identification dont j'avais examiné les propriétés lors de ma première conférence s'expriment dans des dispositifs d'agrégation réunissant les existants, les entités existantes dans le monde, dans des types singuliers de collectifs. J'avais ainsi mis en lumière qu'à chacune des ontologies majeures que j'ai choisi d'appeler l'animisme, le totémisme, le naturalisme et l'analogisme, correspondent des formes particulières, sui generis, de distribution des entités du monde, dont l'une d'entre elles seulement, celle des modernes, correspond à la distinction qui nous est si familière entre l'ordre naturel des humains et l'arbitraire des non-humains et l'arbitraire culturel des humains, correspondant donc à cette distinction entre nature et culture. Je voudrais aujourd'hui, dans cette troisième et dernière conférence, me pencher sur la question des types de sujets et de positions épistémiques que chaque genre d'ontologie institue, sujet étant ici entendu comme n'importe quel agent, individuel ou collectif, humain ou non humain, qui se voit crédité d'une capacité autonome d'action intentionnelle et d'une position légitime d'énonciation. Marx dit quelque part, dans son avant-propos à la contribution à la critique de l'économie politique, que, je le cite, « l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre ». La remarque est fort juste, à condition de préciser que des problèmes particuliers et des solutions idoines ne surgissent pas seulement du développement historique de la vie matérielle et de ses contradictions, mais aussi du fait que, face à des situations analogues, chaque fragment d'humanité ne se pose pas tout à fait les mêmes questions, ou du moins les formule de façon si différente que les autres fragments d'humanité peuvent éprouver quelque peine à reconnaître dans ces questions celles qu'ils se donnent eux-mêmes pour tâche d'élucider. Or, la plupart de ces questions peuvent s'agréger dans des problèmes dont l'expression prendra des formes tout à fait distinctes en fonction des contextes ontologiques, cosmologiques et sociologiques où ils prennent naissance. Si l'on admet, si vous admettez, que la distribution des propriétés des existants varie selon les modes d'identification dont j'ai dressé le tableau, alors, il faut aussi admettre que varient dans une même mesure les régimes de connaissance, les positions épistémiques qui les rendent possibles et la manière d'aborder un problème qui en résulte. Lévi-Strauss en donne une très bonne illustration lorsqu'il compare dans Triste Tropique les méthodes d'investigation des Espagnols et des Amérindiens confrontés à la question de leur humanité respective. Tandis que les ecclésiastiques espagnols se demandaient si les sauvages d'Amérique possédaient une âme, et finirent par conclure que oui, les Indiens de Porto Rico immergeaient durant des semaines les Blancs qu'ils capturaient dans les cours d'eau, afin de voir s'ils étaient soumis à la putréfaction. Autrement dit, les premiers, les Espagnols, se posaient le problème de la nature de l'homme en termes d'attributs moraux. Les seconds, en bon animiste, se posaient la question de la nature de l'homme en termes d'attributs physiques. Ont-ils le même corps que nous ? Assez logiquement, au vu de ces ambitions réformatrices, l'épistémologie moderne présuppose comme point de départ de ces recherches un sujet connaissant, abstrait mais individualisé, doté de facultés de perception, d'intellection et de raisonnement, qui l'autorise, sur la base du savoir et des techniques d'une époque, à émettre des hypothèses vérifiables sur l'état et sur la structure du monde. C'est une chose que nous apprenons à l'école. C'est une démarche très différente que je suivrai ici. Plutôt que de présumer l'existence d'un sujet universel, je voudrais déterminer ce qui en tient lieu
dans chaque mode d'identification, c'est-à-dire que je souhaiterais préciser la nature de l'entité qui occupe une position d'énonciation légitime quant à l'état des choses et qui constitue le foyer à partir duquel une action dans le monde peut se déployer. Chacun de ces sujets, qui peut prendre des formes très diverses, issus d'une ontologie singulière et exerçant son activité dans un collectif à la forme spécifique, sera nécessairement confronté à des problèmes épistémologiques et métaphysiques, disons, distincts, qu'il tâchera de résoudre, ce sujet, à sa manière et avec les moyens dont il dispose, instituant par là des zones d'objectivité, c'est-à-dire de non-sujets, à l'égard desquels il devra élaborer un traitement adéquat. Bien des malentendus dits culturels, parfois cocasses, parfois tragiques, proviennent de ce que les divers collectifs peuplant la Terre ne comprennent pas vraiment les questions fondamentales qui font se mouvoir les autres collectifs, ou bien, croyant à tort y reconnaître la forme d'un problème qu'ils se posent eux-mêmes, n'hésitent pas à lui appliquer la solution qu'ils ont inventée pour leur propre compte, mais qui évidemment ne répond pas aux problèmes des autres. Certaines de ces solutions ont sans doute une vocation universelle, les droits de l'homme ou la démarche scientifique par exemple, mais il est illusoire de penser que ces solutions peuvent répondre à coup sûr à des interrogations formulées en d'autres lieux et dans d'autres contextes, et les dissoudre dans le bain de la raison n'effacera pas leur pertinence pour ceux que de telles interrogations préoccupent, du moins jusqu'à ce que ceux-là disparaissent eux-mêmes de la scène de l'humanité avec ce dont ils se soucient. Je vais donc passer en revue à nouveau les 4 modes d'identification pour voir comment se pose cette question de la délimitation du sujet dans chacun des modes d'identification. Je commencerai par l'animisme. Dans le cadre de l'animisme, peuvent être considérés comme des sujets tous les existants humains et non humains dotés d'une intériorité analogue à celle des humains et pourvus, en fonction des dispositions physiques dont ils jouissent, d'un point de vue sur le monde qui caractérise ce qui leur est permis d'accomplir, de connaître et d'anticiper. Donc les sujets animiques ne se distinguent pas les uns des autres par leur intériorité, mais bien par leur physicalité hétérogène, par des corps différents, par des corps d'espèces, puisque chacun de ces sujets partage avec les seuls membres de sa tribu espèce ce que l'éthologue von Uexküll appelle un Umwelt, c'est-à-dire un monde vécu et agi, caractérisé par ce qu'une espèce animale est susceptible d'y faire à partir des atouts physiques dont elle dispose. Et c'est cette aptitude à percevoir de façon subjective un monde prolongeant leurs organes et leurs besoins qui convertit les entités animiques en sujets. Et c'est parce qu'elles sont reconnues comme sujets qu'elles sont réputées avoir une âme, ou ce que nous appelons, traduisons par une âme. L'âme est donc ici l'hypostase concrète et quasi universelle de subjectivité pourtant très singulière, puisque elle procède de formes comportements qui déterminent une situation et un mode d'être dans le monde propre aux seuls membres de l'espèce collectif ayant reçu ses attributs physiques en partage. Donc la tranquille évidence de ce que les choses sont bien telles qu'on les perçoit ne naît pas ici, comme ça serait le cas chez nous par exemple, de la puissance d'une démonstration bien faite, mais de la conviction ancrée dans un appareil perceptif, dans un ethos, un mode de comportement et dans une situation définie, que le monde est bien conforme à l'usage qu'on en fait. Et donc, il est une extension sensible du corps et non une représentation. Avec cette subjectivité généralisée que les corps particularisent, évidemment, la théorie animique de la connaissance, telle que je viens de la brosser très brièvement, se situe aux antipodes
du réalisme cognitif auquel la majorité d'entre nous adhérons spontanément, sans être toujours capable d'ailleurs d'en formuler la doctrine. À la différence des philosophies du sujet, qui ont accompagné en Occident l'essor des sciences positives, en postulant une coupure entre les mots et les choses, entre les idées abstraites de l'entendement et le réel que ces idées appréhendent, entre les représentations mentales et les objets représentés, à la différence donc de ces philosophies du sujet qui, en fait, gouvernent notre mode d'appréhender la connaissance, l'animisme ne conçoit pas le travail de la connaissance comme une mise en forme d'un monde de substances préexistantes. Et sans doute pourrait-on généraliser à propos de l'animisme ce que j'écrivais jadis des Indiens Achuar de la Haute-Amazonie, avant que je ne me rende compte qu'il s'agisse d'un cas beaucoup plus général. Je me cite, je m'en excuse, « Plus proche en cela de l'immatérialisme d'un Berkeley, ils paraissent fonder l'existence des entités connaissantes et des éléments de leur environnement à peu près entièrement sur la perception. Pour paraphraser la célèbre formule de Berkeley, ce sont les qualités sensibles qui constituent dans un même mouvement les choses elles-mêmes et le sujet qui les perçoit. » Et toute la cosmologie des Achuar, ajoutai-je, découle de cette conception relationnelle de la croyance. J'ajoutais, la hiérarchie des objets animés et inanimés n'y est pas fondée sur des degrés de perfection de l'être ou sur un cumul progressif de propriétés intrinsèques, mais sur la variation dans les modes de communication que permet l'appréhension de qualités sensibles inégalement distribuées. Bref, l'acte de connaissance, tout comme la spécification des sujets et des objets dont l'acte de connaissance fournit l'occasion, ne procède pas, chez les Achuar, d'un point fixe, ordonnant sous son regard la diversité d'un réel indifférent. L'acte de connaissance, tout comme la spécification des sujets et des objets, résulte d'une pragmatique de la communication entre des entités distinguées par leur position respective et par le type de percept qu'elles peuvent mobiliser dans leur saisie réciproque. Et ce que j'écrivais alors des Achuar, c'est mon excuse pour ces copieuses citations, s'est confirmé par la suite pour l'Amazonie en général, sous la plume de mon collègue Eduardo Viveros de Castro, par exemple, lorsqu'il écrit « Les âmes amérindiennes, humaines ou animales, sont ainsi des catégories perspectives, des déictiques cosmologiques dont l'analyse demande une théorie du signe ou une pragmatique épistémologique. » Généralisons encore un peu. En première approximation, l'animisme paraît déboucher sur une approche relativiste de la connaissance. Relativiste non pas tant quant à la source du point de vue qui s'exprime sur la connaissance, puisque c'est finalement toujours le point de vue des humains qui prévaut, puisque ce sont eux qui parlent pour les non-humains, mais quant aux conditions qui rendent la connaissance possible. À chaque type de physicalité correspond en effet un type de perception et d'action, donc un type d'environnement agi, donc de relation à des choses qui ne sont pas définissables par des propriétés absolues, mais par des percepts et par des usages variables selon les genres de sujets qui ont affaire à ces choses et selon les prises que ces choses offrent à leur objectivation par ces sujets. Mais l'animisme fait aussi preuve d'un universalisme décidé lorsqu'il refuse de cantonner la subjectivation aux seuls humains. Toute entité pourvue d'une âme, plante, animal, objet quelquefois, artefact, accède à la dignité de sujet et peut mener une vie sociale réputée aussi riche de signification que celle prêtée à Homo sapiens. Donc généralisation des intériorités et particularisation des physicalités, voilà une combinaison décidément bien énigmatique pour nous, puisque finalement elle inverse terme à terme notre propre doctrine de la connaissance. Si l'on suivait la phraséologie consacrée, il faudrait ici parler d'un relativisme naturel qui est fondé sur la différenciation des corps et d'un universalisme culturel
une insurmontable contradiction, bien évidemment, pour toute épistémologie moderniste bien constituée. Quel est dès lors le problème de l'animisme? Quel est le problème que pose cette théorie de la connaissance? Eh bien, il est de s'assurer que des non-humains dotés d'une intériorité identique à celle des humains ne sont pas pour autant des humains véritables. Et c'est un problème d'autant plus crucial que ces non-humains servent quotidiennement de nourriture aux humains. Alors, il existe bien des différences physiques entre les mangeurs et les mangés, mais la ressemblance des intériorités est si puissante, et elle est affirmée de façon si vivace dans toutes les circonstances où l'on traite avec des non-humains qu'il devient difficile de la suspendre complètement à l'étape de la marmite et de la consommation. Toujours, un doute demeure. Sous le corps de l'animal ou de la plante que je mange, que subsiste-t-il de sa subjectivité humaine? Quelle garantie puis-je avoir que je ne croque pas, ou plus, un sujet qui me ressemble? Et c'est là le sens de la remarque que le chaman Ivalwarjuk avait faite jadis au grand ethnographe Rasmussen, chaman inuit. Je le cite: « Le plus grand péril de l'existence vient du fait que la nourriture des hommes est tout entière faite d'âme. » C'est un de ces énoncés qui suscite les commentaires chez les anthropologues, et c'est ainsi, je pense, que l'on peut interpréter cette remarque en apparence énigmatique. En dépit de toutes les mesures que les humains prennent pour désubjectiver les non-humains qu'ils consomment, ce problème est au fond insoluble. Il témoigne d'une forme d'angoisse qui est spécifique à l'animisme lorsqu'il est confronté à l'évidence renouvelée de la porosité des frontières ontologiques que l'animisme instaure. Finalement, de la différence des corps ou de la ressemblance des âmes, on ne sait jamais ce qui va l'emporter. Passons maintenant au naturalisme. Alors, évidemment, l'épistémologie naturaliste est plus simple à caractériser. Le sujet connaissant prend la figure d'un humain abstrait, capable de raisonnement et de libre arbitre, ce qui exclut les non-humains des formes supérieures de la connaissance et de l'action. Tandis que l'animisme généralise à une multitude d'existants la position de sujet moral et épistémique, le naturalisme les confine à une seule espèce, et en hiérarchise d'ailleurs clandestinement les degrés au sein de cette espèce, puisque les sauvages en étaient exclus il n'y a pas si longtemps. En outre, les sujets diffèrent aussi les uns des autres par paquets, en fonction de leurs coutumes, de leur langue, de leurs conventions, et individuellement, à l'intérieur de chacun de ces paquets, qu'on appelle les cultures, dans l'épistémologie naturaliste, à raison de l'éducation de ces sujets, de leur milieu d'origine, de leurs talents, etc. C'est ce que l'épistémologie naturaliste appelle le relativisme culturel, lequel, évidemment, ne devient intelligible et tolérable que sur le fond de l'universalisme naturel. Donc le problème épistémologique du naturalisme, il découle de ces combinaisons. Où placer la culture, c'est-à-dire les différences morales, dans l'universalité de la nature et de ses lois. Et c'est un problème, vous le remarquerez, qui est exactement inverse de celui que l'animisme se pose et qui est de s'interroger sur la place de ce qu'on pourrait appeler le naturel, c'est-à-dire des différences physiques, dans un monde qui est presque intégralement culturel, selon d'autres manières de le définir, évidemment. Et les réponses proposées par le naturalisme à son problème ne sont guère plus satisfaisantes que celles que l'animisme tentait d'apporter aux siens. Ces réponses, c'est soit le monisme naturaliste, c'est-à-dire l'ambition de réduire l'autonomie de la culture à des lois naturelles, soit le relativisme radical et son ambition de réduire l'autonomie de la nature dans une perspective constructiviste. Bref, une oscillation obstinée entre deux façons d'éliminer la question. Tandis que l'animisme déchiffre les signes de l'altérité dans la discontinuité des corps,
le naturalisme les reconnaît dans la discontinuité des esprits, puisque on se souviendra que le naturalisme pose comme principe, au contraire, la continuité des physicalités. Donc se différencie de moi, ici parlant hypothétiquement, pas tout à fait d'ailleurs comme sujet naturaliste, se différencie de moi celui qui, parlant une autre langue, croyant en d'autres valeurs, pensant selon d'autres catégories, percevant selon une autre vision du monde, pour employer un terme très courant, n'est plus mon exact semblable, tant sont distinctes des miennes les représentations collectives, encore une formule classique, auxquelles cet autre adhère et qui sont réputées conditionner son action. Une coutume bizarre, une pratique énigmatique, ou quelquefois répugnante, s'explique alors, traditionnellement, par le fait que ceux qui s'y adonnent ne peuvent pas faire autrement que croire, penser, se représenter, imaginer, juger, supposer, etc., c'est-à-dire activant ainsi leur intériorité, que c'est ainsi qu'il faut procéder si l'on veut atteindre telle ou telle fin. C'est affaire de mentalité. Et comme vous le savez, c'est un domaine fertile de l'histoire des mentalités. Et si ces mentalités sont réputées connaissables, jusqu'à un certain point par les traces qu'elles laissent dans les expressions publiques, il est toutefois impossible de pénétrer leur ressort ultime, car je ne peux pas me glisser tout à fait dans l'esprit de l'autre, même le plus proche. Et donc, pour notre malheur, si je puis dire, de sujet naturaliste, il n'y a pas d'équivalent spirituel de la métamorphose chez les animiques. Il y a seulement ces efforts inaboutis que tentent la poésie, la psychanalyse ou la mystique. On comprend dans ces conditions que l'altérité radicale pour le naturalisme réside du côté de ceux qui sont dépourvus d'esprit, tout simplement, ou qui ne savent pas s'en servir. Les sauvages, jadis, les malades mentaux aujourd'hui, et surtout l'immense multitude des non-humains, les animaux, les objets, les plantes, les pierres, les nuages, bref, tout ce chaos matériel à l'existence machinale dont l'homme, dans sa sagesse, s'occupe de déterminer les lois de composition et de fonctionnement. Passons maintenant au totémisme qui présente une formule un peu plus compliquée. Dans le totémisme australien, pourtant, tout comme dans l'Occident moderne, les animaux et les plantes ne sont pas admis à la dignité de sujet. Donc il y a là un parallèle. Il est même douteux qu'un tel privilège de sujet soit réservé aux humains si l'on songe à la faible marge d'indépendance dont les humains jouissent, en particulier dont les aborigènes, je reprends toujours comme exemple paradigmatique ici le cas de l'Australie, dont les aborigènes jouissent vis-à-vis des entités totémiques de diverses sortes qui empruntent leur corps pour se perpétuer. Je rappelle que les totems de filiation, les totems de conception, les âmes-enfants qui s'incarnent dans les espèces totémiques, dans les humains, les sites totémiques même, ce que j'avais expliqué lors de la dernière conférence, instrumentalisent les humains en se servant de leur dynamisme et de leur vitalité afin de reproduire, génération après génération, le grand ordonnancement segmenté dont ces forces, toujours agissantes, sont les créateurs, les garants ou les expressions concrètes. Et dans ce cas, la subjectivité des humains paraît découler en partie des propriétés incorporées dans la myriade des objets réels et potentiels qui furent déposés dans le monde par les êtres du rêve lorsqu'ils lui donnèrent forme et sens. Selon, par exemple, des tribus du désert central d'Australie, notamment les Walbiri et les Pitjantjatjara, bien doublement. La totalité de leur environnement présent constitue une sorte de registre qui consigne les innombrables traces laissées par les êtres du rêve, chaque singularité que le monde contient pouvant être amenée à une partie métamorphosée de ces corps des êtres du rêve, infiniment productifs, ou bien aux vestiges d'une action
dans laquelle ces êtres du rêve se sont engagés, ou à la réalisation automatique d'un dessein qu'ils se sont complus à imaginer. Donc toute existence se voit liée à l'une ou l'autre de ces figures prototypiques par une relation à la fois essentielle et consubstantielle. Par exemple, d'un modeste point d'eau, on dira « il est le corps de tel être du rêve ». La même chose pouvant être affirmée de la progéniture que cet être du rêve a laissé sur ce site sous la forme d'âme enfant et d'objets rituels qui incarnent sa présence. Donc l'émergence du paysage, des espèces dites naturelles et des humains, ne résulte pas, dans ce cas à proprement parler, d'un processus de création, lequel suppose une autonomie des choses produites par rapport à l'instrument de leur avènement. Elle est plutôt l'effet d'un mouvement d'objectivation au cours duquel des sujets originaires, qu'on appelle les êtres du rêve, ont engendré des classes de choses à partir d'eux-mêmes, par métamorphose partielle, par séparation, même par empreinte, de telle sorte que ces choses portent en elles, jusqu'à maintenant, les indices de la subjectivité agissante dont elles sont la conséquence concrète. Donc les véritables sujets de cet geste totémique et de l'ordonnancement toujours vivace que cette geste a institué ne sont pas les humains, mais bien les êtres du rêve, c'est-à-dire des agents autrefois mobiles, actualisant à partir d'eux-mêmes des paquets d'êtres et d'objets agrégés dans des ensembles hybrides qui partagent des propriétés communes du fait des circonstances de leur apparition. Le problème, c'est que les êtres du rêve échappent à une description fidèle de leur hybridité originelle. En outre, ils sont protéiformes et ils se sont infusés dans des entités aux formes si diverses que l'on peine à les appréhender comme des singularités figurables. Donc difficile de les appréhender comme des sujets individualisables. Ce sont des hypostases d'un processus d'engendrement segmenté. Et donc, en réalité, le sujet est ici, le sujet actif est en réalité une abstraction. C'est un concept qui est objectivé dans une multiplicité de choses. C'est finalement la classe prototypique des éléments humains et non humains ayant une même origine et qu'un collectif nommé représente. Et évidemment, dans une telle perspective, on ne saurait prétendre que les humains soient des sujets autrement que par dérivation ou par procuration, puisque leur identité physique et morale dépend de celle des entités primordiales dont ils procèdent. Cela est manifeste, par exemple, dans le fait qu'un Pijanjatjara s'identifie à l'être du rêve de son lieu de naissance en disant « je » pour se référer à lui. De même, dit-on, des grains de beauté ou des taches de naissance, qu'ils sont des rappels sur le corps des humains, des marques distinctives qu'arborait l'être du rêve dont ils proviennent, marques que l'on distingue encore par ailleurs dans les particularités d'un trait du relief dans lequel cet être s'est transformé. Donc la subjectivation de tout individu humain s'opère pour l'essentiel au moyen d'objets dont il est intrinsèquement solidaire, c'est-à-dire des éléments du paysage, des âmes enfants, des objets sacrés, car ces objets manifestent et rendent opératoire la subjectivité encore frémissante des êtres du rêve, et donc la sienne propre, en tant qu'elle s'alimente de celle-ci. Donc l'identité d'un aborigène est en quelque sorte aliénée au sens plein du terme, puisqu'elle réside dans les traces laissées dans des choses par les entités qui ont produit la classe dont il est membre, entité dont il contribue à actualiser la présence par son activité rituelle. Alors, il n'y a donc rien d'étonnant dès lors à ce que les animaux et les plantes ne soient pas des personnes. Si les humains ne sont guère plus que des personnifications d'une réalité qui les détermine au physique comme au moral. Tout, finalement, dans le monde de l'Australie aborigène, évidemment, se rattache à ces figures primordiales du rêve à qui l'on doit la répartition en classes
des êtres et des choses. Tout se situe dans la dépendance pérenne de ces agents ordonnateurs dont l'essence et les propriétés matérielles s'expriment dans les objets les plus insignifiants. Donc rien ne s'oppose à ce que les plantes et les animaux soient à la fois des condensés d'attributs renvoyant aux essences totémiques et aussi des substances génériques dépourvues d'intériorité véritable et aptes de ce fait à se convertir en nourriture, puisque les détruire et les consommer n'affectera en rien le foyer durable d'où sourd continuellement l'irrigation ontologique. Autrement dit, un homme opossum, du totem opossum, mangeant un opossum, n'exerce aucun dommage sur la qualité opossum qui les définit l'un et l'autre. Car chacun à leur manière, l'homme opossum et l'animal opossum, ne sont que des incorporations provisoires de cette qualité opossum. En revanche, et ça c'est beaucoup plus important, la destruction irrémédiable du site opossum, d'où ils procèdent tous deux, enfouis peut-être, et cela arrive parfois, sous un terrain de golf ou un supermarché. Cette destruction entraîne non seulement l'annihilation de leur identité générique désormais privée de sa source dynamique, mais aussi et surtout l'impossibilité pour eux de perpétuer leurs lignées respectives, faute des semences totémiques qui prospéraient en ces lieux. Et c'est pourquoi les litiges fonciers sur ce qu'on appelle de façon très impropre les sites sacrés en Australie ont une telle acuité et constituent effectivement un élément important de la lutte des aborigènes. On serait bien en peine de distinguer dans ces flux ontologiques cloisonnés une matérialité purement objective qui pourrait être découplée d'une intentionnalité structurante, d'un projet créateur immanent à toute chose et dont toute chose porte le témoignage. Quant aux sujets, eh bien, ils sont à la fois partout et nulle part. Ils sont partout, car finalement, en tout lieu se manifestent les indices tangibles de cette subjectivité agissante attribuée aux êtres du rêve. Et ils ne sont nulle part, car en s'incorporant dans le relief et en détachant de leur corps les existants, ces sujets originaires, ces êtres du rêve, ont renoncé à se donner à voir comme des individualités représentables. Donc rien d'universel ici dans les propriétés de la matière et rien d'homogène dans cette foule de sujets submergés dans les choses. Si on voulait coucher à toute force cette curieuse métaphysique dans le lit de Procuste de notre épistémologie, sans doute faudrait-il la qualifier comme un double relativisme, à la fois naturel et culturel, et tempéré toutefois par, on l'a vu, une obsession classificatoire sans égale. Quel est le problème du totémisme? Il est très différent de celui de l'animisme et de celui du naturalisme. Au vu de l'effet dépersonnalisant exercé par ce que l'on peut ici à bon droit appeler des représentations collectives, et ce n'est pas un hasard si Durkheim a forgé en somme cette notion et qu'il l'a utilisée au premier chef dans son analyse du totémisme australien. Le problème auquel le totémisme doit faire face, on peut le deviner sans peine, c'est comment singulariser sans ambiguïté des individus humains et non humains fusionnés au sein d'un collectif. Comment vais-je distinguer l'humain opossum de l'animal opossum, puisqu'ils ont tous les deux la même propriété, partagent les mêmes propriétés prototypiques héritées d'un être du rêve. Dans le cas de la faune et de la flore, la solution consiste, je résume très très brièvement des phénomènes assez complexes, dans le cas de la faune et de la flore, la solution consiste à dissocier les attributs de l'individu en tant que membre singulier d'une espèce biologique des attributs de l'espèce en tant que composante d'un collectif totémique. Autrement dit, un exemplaire de mon espèce totémique n'est pas pour moi un sujet, comme ça serait le cas dans l'animisme,
avec lequel j'établis une relation de personne à personne, c'est une expression vivante de certaines qualités matérielles et essentielles, disons, que je partage avec lui. Cela dit, une telle opération elle est beaucoup plus difficile à mener lorsqu'il s'agit d'individualiser des humains à l'intérieur du collectif totémique, puisque chacun de ces humains, issus d'un même réservoir d'âme-enfant, est conforme de la même façon aux propriétés de la classe prototypique qu'il objective dans sa personne. Aussi, la solution consiste-t-elle plutôt dans ce cas à, en quelque sorte, surdéterminer les attributs de l'individu par rapport à ceux de sa classe, en particularisant le support de son identité, c'est-à-dire les caractéristiques de son âme-enfant. Sans entrer dans les détails, je dirais que c'est l'un des buts assignés tant aux cérémonies d'initiation, complexes et qui durent fort longtemps, qu'aux objets rituels que ces cérémonies d'initiation mobilisent, et en particulier ces objets que certains d'entre vous ont peut-être vus dans des musées, qu'on appelle des churingas. Passons maintenant à l'analogisme. Les subjectivités analogiques sont plus difficiles à cerner, dans la mesure où elles sont réfractées dans des supports imprévus, où il faut les débusquer à des indices ténus et à des signes difficiles à déchiffrer. Le monde analogique, je le rappelle, c'est un monde saturé d'une prodigieuse quantité d'existants singuliers, eux-mêmes composés d'une pluralité d'instances mobiles et en équilibre instable. Et donc il devient malaisé d'attribuer une identité continue à un objet quelconque. Rien n'est jamais vraiment, dans le monde analogique, ce qu'il paraît être, et il faut des trésors d'ingéniosité et une grande attention au contexte pour parvenir à circonscrire, toujours de façon circonstancielle et conjoncturelle, une individualité bien affirmée derrière le brouillard équivoque des apparences. Alors sans doute les humains peuvent-ils, dans le monde analogique, prétendre à une singularité moins indécise du fait qu'ils s'arrogent le privilège de l'interprétation de ce monde, en se prenant eux-mêmes comme des mesures, comme des modèles, comme des gabarits d'ordonnancement dans leur travail d'accoucheur de sens. C'est la topique classique du rapport entre microcosme et macrocosme, qui est une des caractéristiques, en quelque sorte, des mondes analogiques. Mais encore faudrait-il pouvoir être sûr, lorsque l'on traite avec l'un de ces humains, de la nature véritable de celui à qui l'on a affaire. Je pense ici à une réflexion de la mère de l'anthropologue et philosophe malien Amadou Hampâté-Bâ, rapportée par l'intéressé. Et sa mère disait, je la cite plutôt, « J'ai le désir de parler à mon fils Amadou, mais je voudrais auparavant savoir lequel des Amadou qu'il habite est là en ce moment. » C'est donc effectivement le problème d'identifier, en quelque sorte, derrière la pluralité des sujets possibles, lequel est véritablement présent au moment où l'on a affaire à lui. Si les parties des êtres varient sans cesse dans leur dosage et dans leur combinaison, les matières qui constituent ces êtres témoignent quant à elles d'une rassurante stabilité. Peu importe ici la diversité des formes et la singularité des compositions, pourvu qu'une gamme réduite de substances ou d'états matériels garantisse tout à la fois une sorte de continuité physique élémentaire entre les existants et la possibilité de les apparier ou de les opposer selon des affinités ou des incompatibilités entre les substances dont ils sont faits. D'où une obsession dans le monde analogique pour une physique des qualités et avec qui fonctionne d'ailleurs de manière très simple, en tout cas du moins quant à l'inventaire de ces matériaux. C'est par exemple la doctrine antique des 4 éléments, ou bien la théorie chinoise ou ayurvédique des 5 éléments, ce n'est pas tout à fait les mêmes, le jeu des oppositions entre les humeurs masculines et les humeurs féminines, entre la chair des plantes et celle des animaux. Finalement, dans tout le monde analogique, c'est toujours sur les mêmes substances de base et les mêmes principes de l'attraction et de la répulsion que se joue la litanie des sympathies et des discordances déclinées à l'envi par les savoirs médicaux, par les prescriptions alimentaires et par les ordonnances rituelles. Et peut-être cette simplicité des composantes
est-elle indispensable pour que finalement les mondes analogiques demeurent intelligibles et manipulables? Lorsque chaque chose apparaît comme un spécimen presque unique, il faut pouvoir réduire sa singularité en la décomposant en un petit nombre d'éléments susceptibles de définir sa nature et d'expliquer son comportement vis-à-vis des autres choses. Cette physique qualitative, appuyée qu'elle est sur la pratique thérapeutique et sur l'expérience des matériaux acquises dans la métallurgie, dans la poterie, dans la chimie des pigments, n'est pas d'ailleurs dénuée de vraisemblance empirique. Surtout, et pour transposer une conjecture faite par Lévi-Strauss à propos de la pensée magique en général, on pourrait considérer la rigueur et la précision dont témoignent ces associations et ces causalités présumées entre quelques substances élémentaires, et là je cite Lévi-Strauss, comme traduisant une appréhension inconsciente de la vérité du déterminisme en tant que mode d'existence des phénomènes scientifiques, de sorte que le déterminisme serait globalement soupçonné et joué avant d'être connu et respecté. Citation très connue de la pensée sauvage. Et de ce point de vue, la transition entre l'analogisme et le naturalisme, qui s'est étalée sur 2 siècles, disons, entre la Renaissance et le XVIIe siècle, en deviendrait un peu moins mystérieuse. Malgré tous les changements de paradigme et ruptures épistémologiques entre la Renaissance et l'âge classique, finalement, une conviction demeure, à savoir que les matériaux élémentaires du monde ont partout les mêmes propriétés connaissables et que les différentes combinaisons qu'ils autorisent sont valides en tout lieu. Toutefois, la ressemblance s'arrête là, car ce n'est pas un fourmillement de sociétés singulières que l'analogisme déploie sur le fond de cet universalisme qu'on ose à peine qualifier de naturel, mais c'est un universalisme d'un autre ordre. C'est celui des myriades de subjectivités diffractées qui animent toute chose, d'une intention à découvrir, d'un sens à interpréter, d'une connexion à dévoiler. C'est un universalisme spirituel en quelque sorte, à défaut d'être strictement culturel. Et c'est là, probablement, une raison du succès persistant des sagesses orientales, comme on les désigne habituellement, dans un Occident désenchanté. En éliminant tout de go l'irritante question du relativisme culturel, le bouddhisme, la doctrine zen, le taoïsme, offrent une alternative universaliste plus complète que l'universalisme tronqué des modernes, dans la mesure où la nature humaine, à la différence de ce qui se passe dans le naturalisme, n'y est pas morcelée par l'emprise de la coutume et le poids des habitudes, puisque tout homme, grâce à la méditation, est réputé pouvoir puiser en lui-même la capacité d'expérimenter la plénitude d'un monde sans fondement préalable, c'est-à-dire débarrassé des fondations particulières qu'une tradition locale pourrait lui assigner. On comprend donc que des biologistes ou des physiciens, habités par des aspirations monistes, aient pu être séduits par cet aspect de l'analogisme que les philosophies asiatiques leur fournissaient, sous une forme réflexive déjà très élaborée, mais aussi plus facile à accepter pour des scientifiques que les doctrines analogiques de la Renaissance, par opposition auxquelles leur propre savoir disciplinaire s'était justement édifié. Je pense par exemple ici au regretté Francisco Varela, qui était à la fois un éminent neurobiologiste et un bouddhiste convaincu. Si l'on admet que l'analogisme fonctionne sur le mode du tout et dans tout et réciproquement, alors quel est son problème épistémologique? Le problème épistémologique qu'il doit confronter est exactement inverse de celui du totémisme. Non pas singulariser des entités amalgamées, mais amalgamer des entités singularisées.
Et il faut convenir que la difficulté n'est pas mince. Comment agréger les existants dans un mode d'identification qui met l'accent sur leur discontinuité? Comment authentifier un point de vue rassembleur dans un cosmos composé d'immanences particularisées? Comment rendre compte de la division des parties dans une totalité qui est à elle-même sa propre justification? Alors, il existe bien des dispositifs de classement, de segmentation et de mise en ordre qui organisent ce tohu-bohu d'êtres hétéroclites. On a vu la semaine dernière, par exemple, que c'est la fonction dévolue aux différentes figures de l'analogie, raison pour laquelle j'ai appelé ce mode d'identification analogique. C'est aussi la fonction dévolue aux grandes structures classificatoires, à deux pôles qualitatifs, le chaud et le froid, le sec et l'humide, etc., ou c'est la fonction dévolue à la distribution hiérarchique. Mais ces mécanismes d'agencement interne ne se suffisent pas eux-mêmes. Pour devenir efficaces et tolérables, ils doivent être légitimés et motivés par une instance qui les dépasse et dont la position ou le statut transcende l'éparpillement des subjectivités singulières. On peut néanmoins discerner une régularité dans la manière dont est instituée l'instance totalisatrice qui donne son sens à la hiérarchie analogique et qui assure son bon fonctionnement. Quelle que soit la figure qu'elle adopte, en effet, elle résulte toujours d'un processus d'hypostase du collectif monde dont il faut assurer la stabilité et perpétuer la segmentation. Alors l'hypostase la plus commune, elle est de type métonymique, c'est-à-dire qu'une singularité exceptionnelle en vient à incarner non pas l'ensemble des autres singularités, que la permanence de la totalité ordonnée qui les structure. C'est par exemple le souverain Inca, être divin, centre vivant du cosmos et modèle original de toutes les choses. C'est Pharaon, fils du soleil, intercesseur entre les dieux et les humains, garant de la justice, de la prospérité et de la victoire. C'est Dieu aussi, architecte de la chaîne de l'être et conservateur de son intégrité. Même mouvement métonymique lorsque c'est à un segment du collectif qu'est dévolue la charge de représenter les fondements de l'ordre socio-cosmique ou d'en maintenir les conditions. Je pense ici au rôle des ancêtres en Afrique de l'Ouest ou au Japon, ces morts toujours actifs dont l'existence, toujours actifs dans l'existence plus exactement des vivants, qui sont les gardiens et les garants sourcilleux des normes et des valeurs, et les membres éminents aussi des divers segments du collectif dont ils sanctionnent la continuité et de qui procèdent les droits et les privilèges de leurs descendants. Il peut s'agir aussi d'une classe particulière d'humains investis de la mission de maintenir le monde par leur activité liturgique, tels les brahmanes en Inde. Beaucoup plus rare, enfin, est la tentative d'hypostasier l'ordre cosmique lui-même, en le condensant dans un principe, voire dans un mot, qui devient alors malaisé à définir, autrement que par des illustrations, des allégories et des préceptes. C'est la voie qui fut choisie par les Chinois, avec le Tao par exemple, sans qu'ils se soient privés pour autant du recours aux ancêtres, car le plus souvent, et devant l'ampleur de la tâche, on prendra la sage précaution de combiner plusieurs principes totalisateurs. Et c'est pourquoi la fonction politique devient décisive dans les collectifs analogiques, surtout lorsque les effectifs de ces collectifs sont importants. C'est par la fonction politique et par la coercition qu'elle exerce que chaque individu, chaque segment, chaque aspect du monde se maintient à la place qui lui est fixée. Sans doute peut-on généraliser à l'ensemble des collectifs mondes analogiques une remarque que faisait Granet à propos du cosmos chinois. Je le cite, « Il n'est en ordre, ce cosmos, que lorsqu'il est clos à la manière d'une demeure. » La frontière entre le même et l'autre est donc, dans ce cas, d'une lumineuse simplicité. Au-delà des limites de la demeure,
généralement marqué de façon littérale, s'étend un hors-monde peuplé de hors-sujets. La foule indistincte des barbares, des sauvages, des marginaux, source constante de menaces et vivier potentiel, dans certains cas, de concitoyens domestiqués. Ce sont eux qui, derrière les montagnes, ces hors-sujets, à la lisière des déserts, par-delà tel ou tel fleuve, au cœur de forêts impénétrables, refusent avec obstination de partager le point de vue totalisateur qu'un collectif analogique a élu et de partager les lois sages que ce collectif s'est données parce que ces hors-sujets ne reconnaissent pas l'autorité du roi sacré, ignorent la présence bienveillante des ancêtres ou refusent les secours de la lumière divine. À la différence donc de ce qui se passe dans les autres modes d'identification, l'altérité est ici externe au sens purement spatial et littéral du terme. Car même dans les étagements hiérarchiques les plus accentués, tels par exemple le système des castes indiennes, les inégalités entre les segments ne sont pas si décisives qu'elles ne puissent être compensées par des complémentarités fonctionnelles et par l'effet intégrateur du schème de distribution qui les organise. Chaque caste est certes différente de toutes les autres par sa spécialisation, par son mode de vie, par ses prérogatives et par son endogamie reproductive, mais elles forment ensemble une totalité intégrée du fait qu'elles produisent des biens et des services les unes pour les autres et qu'elles dépendent donc solidairement du grand modèle socio-cosmique dont elles expriment chacune une facette. Par contraste, l'animisme, le naturalisme et le totémisme ont installé l'altérité au cœur même des collectifs. L'animisme, en l'indexant sur la discontinuité des corps, le naturalisme en l'attribuant à la discontinuité des esprits, et le totémisme en jouant de la différence des niveaux entre l'individu et l'espèce. Alors une question subsiste, et c'est là-dessus que je vais conclure, que vous êtes en droit de vous poser. De quel point de vue partez-vous, pourriez-vous me dire, pour vous sentir autorisé à ranger le point de vue des autres en autant de combinaisons auxquelles vous seriez le seul à échapper? D'où tirez-vous et comment pouvez-vous authentifier cette position en surplomb depuis laquelle vous ordonnez les différentes sortes de problèmes que l'humanité se pose? Il va de soi, d'abord, que mon point de départ se situe, sans conteste, dans le terreau familier du naturalisme. On n'échappe pas aisément à ses origines et au schème de préhension de la réalité acquis par l'éducation et fortifié par l'insertion dans une communauté de pratique. Bien que l'on puisse céder à l'occasion au type de découpage ontologique que les autres modes d'identification induisent, il est exclu pour un sujet moderne de devenir pleinement animique ou totémique, ou même de revenir de façon consistante aux séductions anciennes de l'analogisme. Comment, dès lors, se soustraire au dilemme du naturalisme que j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir cette oscillation trop prévisible entre l'espoir moniste de l'universalisme naturel, tout ramené aux lois de la nature, et la tentation pluraliste du relativisme culturel, tout est fractionné selon les propriétés propres à chaque collectivité humaine. Surtout, comment se détourner de cette pensée, à vrai dire fort consolante, que notre culture serait précisément la seule à s'être ouvert un accès privilégié à l'intelligence vraie de la nature, dont les autres cultures n'auraient que des représentations approximatives, mais dignes d'intérêt pour les esprits charitables, fausses et pernicieuses par leur pouvoir de contagion pour les positivistes. Ce régime épistémologique qui nous est propre et que Bruno Latour a appelé l'universalisme particulier fonde en fait tout le développement de l'anthropologie et légitime ses succès, en sorte qu'on s'imagine mal
pouvoir quitter son séjour hospitalier sans encourir l'ostracisme. Il est pourtant une voie qui permettrait de concilier les exigences de l'enquête scientifique et le respect de la diversité des États du monde, un chemin encore mal frayé et dont je m'efforce depuis quelques années d'explorer les détours. Et je l'appellerai volontiers, ce chemin, l'universalisme relatif, non par provocation ou par goût des antiphrases, mais en prenant l'épithète relatif au sens que le terme peut avoir dans pronom relatif, c'est-à-dire qui se rapporte à une relation. L'universalisme relatif ne part pas de la nature et des cultures, des substances et des esprits, des discriminations entre qualité première et qualité seconde, mais des relations de continuité et de discontinuité, d'identité et de différence, de ressemblance et de dissimilitude, que les humains établissent partout, entre les existants, au moyen des outils hérités de leur phylogénèse. Un corps, une intentionnalité, une aptitude à percevoir des écarts distinctifs, la capacité de nouer avec un autrui quelconque, humain ou non humain, des rapports d'attachement ou d'antagonisme, de domination ou de dépendance, d'échange ou d'appropriation, de subjectivation ou d'objectivation. Et en ce sens, l'universalisme relatif n'exige pas que soit donnée au préalable une matérialité égale pour tous et des significations contingentes. Il lui suffit de reconnaître la saillance du discontinu dans les choses comme dans les mécanismes de leur appréhension et d'admettre, au moins par hypothèse, qu'il existe un nombre réduit de formules pour en tirer parti, soit en ratifiant une discontinuité phénoménale, soit en l'invalidant dans une continuité. Tout ce que ce programme requiert, en fait, c'est un sujet qui ne préjuge pas du vécu de la conscience d'autrui à partir du vécu de sa conscience et qui admet, néanmoins, que le monde offre à tous le même genre de prise, quels que soient les usages cognitifs et pratiques auxquels ces prises se prêtent. Un sujet donc plus attentif au réel institué par l'activité intentionnelle des subjectivités très diverses dont il étudie les produits, qu'aux évidences trompeuses de sa propre intentionnalité instituante, qui est dès lors ramené aux dimensions d'un filtre imparfait, toujours contaminé par des déterminations historiques, et qui n'a d'autre privilège que d'être le seul accessible. Bref, il s'agit d'un programme anthropologique au sens plein du terme, mais qui ne présuppose pas comme son point de départ une théorie particulière de la nature humaine, et qui exige même de faire abstraction de tout préjugé quant au propre de l'homme. Et c'est ici que l'ethnologie, évidemment, se révèle d'un très grand secours, puisque loin d'offrir un refuge à je ne sais quel penchant coupable pour l'exotisme, l'ethnologie fournit une sorte d'alternative aux expériences de pensée que les philosophes affectionnent, en proposant à notre réflexion des expériences de vie réellement menées par des peuples, ici et là, donc des manières différentes de découper des cheminements dans la trame du monde, des manières différentes de réunir ou de séparer certains de ces éléments, manières qui ne sont ni meilleures ni pires que celles que nous avons adoptées, mais qui nous empêchent de croire que celles-ci sont les seules possibles. Merci.